Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans les prochaines minutes. L'exécutif ne compte pas s'immiscer dans les affaires électorales. En conséquence, aucun décret ne sera ordonné pour les certificats de décharge. Le Conseil électoral provisoire a publié la liste définitive des candidats concernés par les législatives. Les membres du Club de Madrid, composé d'anciens chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays en visite cette semaine en Haïti, se sont exprimés par rapport au nombre élevé de candidats désireux de participer aux élections. Le pape François, lui, a lancé une ferme admonestation aux évêques de la République dominicaine en appelant à la solidarité avec les sans-papiers haïtiens en instance de déportation. Et puis enfin, l'écrivain Dany Laferrière a été intronisé jeudi. Il entre ainsi à l'Académie française. La nouvelle est tombée ce vendredi. Elle a été confirmée par le président de la République. L'exécutif ne compte pas s'immiscer dans les affaires électorales et ne prendra donc aucune décision ayant rapport avec certificat de décharge, le certificat accordé aux comptables de deniers publics, ce qui bien sûr ne manque pas de susciter des réactions. Cette semaine, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, candidat à la présidence, avait estimé que le président Martelly disposait de cadre légal permettant aux fonctionnaires de l'État d'obtenir ce certificat. En revanche, maître Thierry Maillard-Paul, ancien ministre de l'Intérieur et également candidat à la présidence, n'était lui pas favorable à cette pratique. Selon lui, la justice est tout à fait habilitée à statuer sur le sujet. Il disait même que l'exécutif n'avait pas à s'en mêler, cela relève d'un acte illégal. Il faut souligner que Laurent Lamotte et Thierry Maillard-Paul sont tous les deux détenteurs d'un jugement les habilitant à se présenter aux joutes électorales. Par ailleurs, des sympathisants de Wilson Jeudi, maire de Delma, ont créé un vent de panique ce jeudi à Delma pour exiger de la Cour supérieure des comptes le certificat de décharge qui est nécessaire pour se représenter au municipal. Selon lui, un secteur met tout en œuvre pour qu'il n'obtienne pas ce certificat de décharge. Il estime cependant que le comportement agressif de ses partisans est justifié. Le CEP a publié ce vendredi la liste définitive des candidats pour les élections législatives, mettant fin ainsi à toute contestation et réclamation. Lors d'une conférence de presse, le président du Conseil, Pierre-Louis Oppon, a coupé court à toute rumeur en assurant la réalisation des élections cette année. Le CEP va bien et maîtrise pleinement le calendrier électoral. Les premiers mots de Pierre-Louis Oppon lors d'une conférence de presse avant de rassurer que les élections auront lieu en 2015. Accompagné de 6 conseillers électoraux, le président du CEP et 2 autres de ses collègues ont fait le point sur le processus électoral dans tous ses aspects, techniques, logistiques, financiers et communicationnels. Toutes les dates projetées pour les scrutins, soit le 9 août, 25 octobre et 27 décembre, seront respectées. En effet, selon Pierre-Louis Oppon, les retards accumulés dans le processus électoral n'affecteront aucunement les dates retenues pour la tenue des scrutins. Pour l'heure, le CEP effectue les mises en place techniques et logistiques et poursuit les inscriptions des candidats aux prochaines municipales. S'agissant des contestations produites contre des candidats à la présidence et traitées par le BCED, ni le président du Conseil, ni les autres conseillers qui ont pris la parole à cette occasion n'ont avancé de date pour les délibérations des juges électoraux. Confiant, le numéro 1 du Conseil électoral provisoire donne la garantie que les élections de 2015 auront lieu. Alors que le processus électoral progresse, le Conseil électoral provisoire fait face à de sérieux problèmes d'argent, a révélé le trésorier du CEP. Selon Ricardo Augustin, depuis l'établissement du Conseil en janvier dernier, cet organisme fonctionne sur un budget de 317 millions de gourdes voté dans la loi de finances de 2014-2015. Jusqu'à aujourd'hui, les membres des 143 BEC et des 11 BED qui travaillent depuis septembre 2014 et les autres recrutés récemment n'ont pas reçu de salaire, se désole le représentant de l'Église catholique au CEP. De plus, le Conseil électoral provisoire a une dette de 18 millions de gourdes envers 220 employés révoqués en début d'année après l'expiration de leur contrat. À date, le ministère des Finances n'a pas encore donné suite à une requête que le CEP lui a adressée il y a 2 mois. D'après le docteur Augustin,
Aujourd'hui, le CEP dispose seulement d'un maigre budget de 128 millions de gourdes, insuffisant pour payer tous ses employés et assurer son opérationnalisation régulière. Préoccupé par le grand dénuement dans lequel se trouve l'institution électorale, Ricardo Augustin craint que d'ici le mois de juin, les difficultés financières auxquelles fait face le Conseil affectent largement son fonctionnement. Par ailleurs, le trésorier du CEP a souligné que le budget prévisionnel pour l'organisation des élections législatives, présidentielles et locales de 2015 est désormais prêt. L'enveloppe globale est évaluée à plus de 60 millions de dollars américains. Dans ce montant figure un complément de 8,2 millions de dollars pour la logistique et les infrastructures. Le document a déjà été acheminé à l'exécutif. L'argent géré par le PNUD dans le fonds fiduciaire n'a pas bougé d'un iota. L'État haïtien dispose toujours de 38,5 millions de dollars américains. Et pour tenter de rassurer, Pierre-Louis Aupont a rapporté, citant le gouvernement, que les signaux sont positifs du côté des donateurs étrangers. Sur tous les points, le CEP avance. Bientôt, une campagne de communication à proximité sera ouverte. Des centres d'information électoraux seront mis en place. D'ailleurs, des membres du club de Madrid qui étaient en visite dans le pays s'étaient exprimés sur le nombre élevé de candidats participant aux élections. Ils ont aussi partagé leur expérience et formulé même des propositions susceptibles de résoudre le problème. Les présidents colombiens Andrés Pastrana Arango et le président chilien Sebastián Piñera ont rencontré les plus hauts dignitaires de l'État durant leur séjour. Alors que nous approchons des échéances électorales, les observateurs politiques sont unanimes à reconnaître qu'un malaise plane sur le pays. Plusieurs éléments ont été identifiés, tels que la question de décharge qui fait grand débat depuis plusieurs semaines, créant une incertitude réelle ou imaginaire concernant la tenue ou non des élections. Un nombre exagéré de candidats veulent à tout prix participer aux compétitions électorales, tout cela sur un fond de crise économique. Nous voulons parler par exemple du dollar qui va sous peu s'échanger contre 50 gourdes. Pour apporter plus d'éclairage sur la situation qui prévaut actuellement, nous allons recevoir le colonel Himmler Rébu, président du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, le GRÉ, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Science civique, écrivain et aussi analyste politique. Bienvenue, colonel Rébu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être à Métropole. Colonel Rébu, sans jeu de mots, je vais droit au but. En vous demandant, qu'est-ce que vous pensez de ce sésame indispensable qui est le certificat de décharge? Est-ce que vous êtes pour ou contre et pourquoi? Bon, je suis à la fois pour et contre. Pour, parce que c'est une obligation constitutionnelle. Et contre, parce que c'est une violation des droits du citoyen quand il se trouve que les institutions responsables ne sont pas à leur place pour dire le mot du doigt. Et nous fonctionnons sur un système de mensonges, d'une série de mensonges cumulés. Nous avons une constitution, nous reconnaissons que la constitution de 1987 a énormément d'erreurs. Nous ne nous arrêtons pas pour corriger. Quand on a voulu faire une modification constitutionnelle, on a tout de suite reconnu qu'il y a eu une série de falsifications. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour savoir qui a falsifié, pourquoi on a falsifié, et nous sommes débattus pour rendre public, en dehors des normes, un texte que nous appelons une modification constitutionnelle. Pourquoi en dehors des normes? Le texte a été publié avec la seule signature du président de la République. Or, un simple arrêté présidentiel doit avoir l'aval du gouvernement parce que les ministres, le Premier ministre, sont co-responsables des actes posés par le président de la République. Ce n'est pas une fantaisie langagière, c'est une imposition constitutionnelle. L'article 133 de la Constitution nous dit que le pouvoir exécutif est conduit par le président de la République, le Premier ministre et les ministres. L'article 163 nous dit que tous les actes du président doivent être contresignés par le gouvernement, le Premier ministre et les ministres. Or, il se trouve que nous avons une prétendue constitution qui a été publiée uniquement par un arrêté
présidentielle signé par le président tout seul. C'est en dehors des normes, ce qui met automatiquement le document en situation de défaut. Dans la Constitution, il est dit que nul ne peut ravir ses droits à un citoyen, dont les droits politiques. Un citoyen qui n'est pas jugé, qui n'est pas condamné, qui n'est pas reconnu coupable, on ne peut pas lui ravir le droit de participer à la vie politique de son pays. C'est cela. Voilà qu'il y a une conditionnalité normale. Quelqu'un qui a géré les fonds de l'État, qui est un comptable public, a le devoir de rendre compte. Et si jamais sa gestion n'a pas été correcte, on ne peut pas lui donner une autre possibilité d'aller mal gérer. Voilà deux réalités contradictoires entre elles-mêmes qui ne sont pas résolues par le texte constitutionnel. Maintenant, quoi faire? Justement, c'est la question que j'ai Quoi vraiment faire? envie de vous poser. Est-ce qu'on va ravir ses droits à un citoyen non jugé, non reconnu coupable? Ou bien est-ce qu'on va permettre à quelqu'un qui a mal géré les fonds de l'État de continuer à le faire? Tout ceci, cet imbroglio-là, est une conséquence du fait que nous n'avons pas su nous arrêter à temps pour identifier les vrais problèmes et leur apporter des solutions justes. On ne peut pas être en position opposée et être les deux à avoir tort, les deux à avoir raison sur un même sujet. Et qui doit trancher, là? Eh bien justement, et c'est là tout le danger de la conjoncture actuelle. Comment va réagir un citoyen à qui on ravit un droit légitime? Il va être en colère. Est-ce qu'on peut lui suggérer uniquement la résignation? Ça me paraît bizarre. Enfin, ça me paraît... Est-ce qu'on peut le lui suggérer? Qu'est-ce qu'il est en droit de faire? D'accepter? Pourquoi? Donc, on est face à une situation extrêmement difficile et les vrais mauvais acteurs ne sont pas encore entrés en scène. Les vrais mauvais acteurs, ils sont là. Ils ne sont pas encore entrés en scène. Donc, moi, je crois que la solution idéale eût été que nous eussions la sagesse de nous arrêter, de revoir tous les défauts du texte. C'est comme pour le problème de la nationalité. La Constitution vous dit que quelqu'un qui est né de père ou de mère haïtien est haïtien. Il y a un point après. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver des arguties après pour dire que cette personne-là n'est pas haïtienne? Ceci doit être réglé dans le texte constitutionnel. Nous avons eu le cas, par exemple, pour Mme Michaëlle Jean, qui devrait accéder au poste de gouverneur du Canada. Mais les textes au Canada sont clairs. Le citoyen sait ce qu'il doit faire. Elle est haïtienne, par les lois haïtiennes, elle est haïtienne. Elle a acquis la nationalité française et la nationalité canadienne. Les textes au Canada sont clairs là-dessus. Pour arriver à être gouverneur, elle doit renoncer à la nationalité française. Et ceci a été réglé en moins d'un mois. Est-ce que c'est notre cas? On peut régler ce problème en moins d'un mois? Parce que le problème de décharge, je parle bien. Parce que nos textes ne sont pas clairs. Et on est en train de vivre une situation rocambolesque où un Parlement composé de deux corps, la Chambre des députés et le Sénat de la République, la Chambre des députés, anciennement, et 99 députés et 30 sénateurs pour le Sénat, il se trouve qu'on a été, par les circonstances, réduit à 10 sénateurs. Mais nous avons même osé dire que nous avons un président du Sénat. Je ne crois pas qu'on ait encore poussé l'audace jusqu'à dire qu'il y a un président de l'Assemblée nationale. Parce que nous voulons singer avec tout, nous voulons plaisanter avec tout. Il est arrivé un phénomène politique qui nous a conduit à un vide parlementaire. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et prendre les dispositions pour que le Parlement soit là. Voilà ce qui me donne l'occasion de vous dire, il n'y aura donc pas d'élection. Bon, moi je crois que à l'intérieur de tout ce tohu-bohu, on est en train de découvrir des hommes et des institutions qui, à l'intérieur de tout ce désordre,
nous laisse le sentiment que certaines femmes, certains hommes, s'ils étaient à temps à leur place, auraient pu conduire correctement la Banque nationale. Quand je vois les gens du CEP, à l'intérieur de tout le tumulte où ils se trouvent, qui ont un comportement jusque-là qu'on peut cataloguer de totalement normal. On ne sait pas quand ça va dérailler, par quel phénomène ça va dérailler. Moi, j'ai le sentiment que cela est appelé à sortir des rails, parce qu'on ne peut pas continuer à sauter impunément tous les obstacles. On avait les obstacles liés à la nationalité. Oui. On est passé par-dessus. On ne sait pas encore, personne n'est tout à fait clair, mais il y a eu une décision. Est-ce qu'on s'est vraiment résigné à la décision? On ne sait pas trop. Il y a le problème de la décharge. Qui touche beaucoup de personnes. Le problème de la décharge. Moi, je ne ramènerai pas la question de la décharge aux personnalités qui sont là actuellement. Non, non, non. Je vais vous montrer bien plus loin dans le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et des hommes qui ont servi leur pays? Et ça fait 20 ans qu'ils ont laissé le gouvernement et qui ne peuvent pas avoir accès à l'utilisation de leurs biens pour avoir été ministre pendant 6 mois, 7 mois ou 1 an. Parce que justement, cette question de décharge est à la fois administrative et politique. Quand la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, par exemple, je vois aujourd'hui des femmes et des hommes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vous donnent l'impression, premièrement, qu'ils sont capables de faire le travail et qu'ils sont capables de travailler sous pression. Imaginez une institution qui doit répondre à des questions liées à l'administration publique sur les 140 communes de la République. Pour la totalité de ceux-là qui ont été ministres. C'est un travail monstre. On se demande quels sont les moyens qu'ils ont pour arriver à abattre et à abattre correctement une telle besogne. Mais dès lors que cette décision-là aurait été prise par la structure d'appurement des comptes, on ne devrait pas transférer les dossiers à une structure qui elle-même est politique. Moi, comme député, personne ne va me demander pour ça me voter dans tel sens ou dans tel autre sens. C'est ma conscience ou bien mes relations mafieuses qui vont faire que je vais voter pour ou contre un tel, parce qu'un tel, c'est ton macoute, pas des grands amis qui étaient en compte avec M. Bompapa et M. Décharge. Maintenant, nous envoyons le sort du citoyen entre les mains d'une personne ou d'un parlement, surtout voilà. Si ça concerne... Donc, le Parlement, c'est un espace politique. Normalement, on se demande, est-ce que ce genre de dossier devrait avoir l'aval du Parlement dès lors qu'il y aurait l'aval de la structure technique apte à décider. À savoir la Cour supérieure des comptes. Voilà une question que nous n'avons pas résolue sur le plan constitutionnel. Quand le président Préval avait posé le problème de la Constitution, on avait fait un travail au gré qui avait révélé qu'il y avait 151 anomalies dans cette Constitution. Nous avons publié un texte, le gré face à la question constitutionnelle, et le professeur Moïse nous avait fait la grâce de publier le texte in extenso dans le travail que la commission qu'il présidait avait fait sur la Constitution. Mais quand j'ai dit qu'il y avait 151 anomalies, 151 articles sur 280 qui étaient anormaux, mais on ne s'est pas arrêté. C'est plus de la moitié. Pour analyser toutes ces anomalies. Toutes bagailles réunies. Regardez, nous n'avons pas parlé de ça. On a des problèmes de décharge, problème de trop candidats, problème de la sécurité, problème de goût de la cap montée. Qui ça nous... Mais le dernier problème, non, c'est qu'on va avoir des Haïtiens, des rapatriés, des déportés, qui vont venir du Canada, qui vont venir de la République dominicaine. Élection, qui ça vous fait là? Moi, je ne sais pas. Là, m'admettre que mon côté mauvais, écoute, quand ça devient si illogique, qu'est-ce qui va nous arriver? Et n'a avancé là-dedans. Son l'autre science, et je ne connais pas science ça. Qu'est-ce qu'il faut se faire aujourd'hui, là, maintenant? Aujourd'hui, le monde qui t'a dit, mon cher, quand tout ça, son vrai bélier, Abdou A, mon cher, pour un démocrate, ou pas de l'élection. Moi, ma conviction profonde, tant plus on avance dans ces élections, c'est plus on agrandit le désordre que ça va être. C'est certain. Et nous avons des acteurs. Nous pouvons la Valasse rentrer en scène. Nous pouvons le président Préval qui est obligé
Par exemple, quand vous voyez un bonhomme, comme le président René Préval, qui vient faire 2 mandats bien tranquillement, et pour être obligé de remonter sur question politique là en Haïti encore, il ne faut pas croire que c'est René, que M. René pouvoir, il n'est pas qu'à prétendre de pouvoir. Non, ma conviction profonde, c'est que le président Préval, son est assez raisonnable. Si vous êtes bien content, restez là, son monde, il demande de conseil là. Oui, mais est-ce que René Préval est capable de chiter là, quitter Jean-Bertrand Aristide, venir contrôler le pouvoir devant en Haïti? Parce que le contentieux entre deux mondes, c'est un exil là. Et nous connaissons secteur ça, les contentieux avant qui vient régler. Oui, absolument. Oui. Donc, la défense oblige le président Préval à passer à l'attaque. Est-ce que nous imaginons, nous, face à face, Préval Aristide, même retiré le président Matéli, ça me considère comme un petit monde qui a besoin de pas très bien comprendre l'enjeu vraiment. Mais plus grave, ces élections-là ne sont pas des élections qui vont se passer au niveau de la capitale, qui vont se passer au niveau des départements. Ce sont des élections qui mettent en jeu le pouvoir sectoriel. Il y a qui ont Kazek, nos sections communales, c'est une blague, non? On est qui voulait magistrats non communes. Alors, pour la deuxième partie de ta question de tout à l'heure, tous ces candidats, gon pile candidats tous ce sont des candidats au départ malhonnêtes. Au départ, qui connaissent que le pouvoir sont raison pour régler affaires personnelles, pour avoir l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir en Haïti, c'est souvent le pouvoir brutal. Absolument. Et brutal là, avec toute brutalité, le pouvoir. Et le pouvoir pour s'approprier du bien-être que cela peut procurer au niveau de l'État. Maintenant, on a un cap de faire affaire pouvoir pour le cap venir, pour le cap brusquement riche. Vous comprenez son blague liée à la province? Non. Au niveau des communes. Donc, est-ce que Haïti, je dis, a une capacité pour gérer une multiplicité de fronts de guerre au niveau des communes? Ok, il fait 2-3 des autres Port-au-Prince, des autres d'abdurer en demi-journée, mais combien de monde a perdu bien pour demi-journée? Et quand ça se met à se passer au niveau de toutes les communes d'Haïti, qui force ou bien qui est capable d'intervenir pour bloquer ça. C'est cela. Donc, nous avons une grenade guerre dégoupillée. Ah oui, elle est dégoupillée, je pense. Elle est dégoupillée. C'est parce que la cuillère est encore maintenue par le temps. C'est ça qui ne fait pas exploser. Bon, maintenant. Qui conseille Wabbayo? Réfugiez-nous dans les bras du Seigneur. Oh, mais ça vous fait chaque jour déjà. Nous devons nous réfugier dans les bras du Seigneur. Parce que l'immensité du désastre qu'elle a est tellement grande que c'est seulement un accident divin qui est capable de sortir. Il faudrait que le ciel nous tombe sur la tête pour arrêter ça? Oui. Parce que je ne comprends pas. Il y a eu, malheureusement, les premières conversations que j'ai eues avec le président Matéli, il n'avait pas encore de gouvernement. Malheureusement, du président Matéli, je suppose bien comprendre la dimension de ce pouvoir que vous avez là aujourd'hui. Quelle que soit fausse manœuvre vous faites, c'est la Valace qui va remettre pouvoir encore. Oui. Et remettre la Valace pouvoir, cela veut dire que nous allons passer 25 ans dans le style lavalacien. Parce que, je ne sais pas si c'est brusquement que les gens qui pensent mal dans la Valace, ils ne sont pas tous. Non, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais les gens qui pensent mal dans la Valace, qui a assez souvent un pouvoir orienté, penser, secte politique, ça, nous connaissons les résultats au Cap. Il y a aussi le mode opératoire de l'insécurité rampante qui est là. Qui commence à se faire sentir. Nous, on a comptabilisé pour ces 5 derniers mois au moins 10 crimes en photocopie. 10 crimes en photocopie. Des gens qui sont assassinés dans leur voiture de jour. D'ailleurs, maintenant, les assassins et les voleurs n'attendent plus la nuit. C'est dans le temps, pam, l'on monte pour le voler. Ou 2h-3h du matin. Pour monter cap patrouille. Maintenant, les voleurs circulent de jour. À moto. En toute impunité. Ce n'est que croisé, n'est que bobo, ils tirent, ils tirent dans la journée, puis ils virent de l'eau. Parce que là, vraiment. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a pas une logique. Parce que le criminel a sa logique. Celui qui projette d'aller chercher le pouvoir dans ces conditions-là, il y a une logique. C'est logique pour là qui n'est pas logique. Bien sûr. Maintenant, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Et pourtant, c'était totalement prévisible, encore que l'on aille vers des élections. Écoutez, regardez ce qui s'est passé à Delma. Kounia, La pluie de bouteilles en son nègre pas de force de plastique, frappe, voilà. il n'y a pas de l'eau. Ou du moins, le citoyen, justement, qui s'acte plus normal que pour un cas comme ça, il a instruit la mère là, il a ouais qui ça pour fait, il a fait ça bien pour faire là. Maintenant, est-ce que c'est la pression qui a marché? Est-ce que, pour le circuit administratif normal, le verdict qui a été donné suivant les normes? Je suppose que il n'a pas encore été donné. Vraiment. Ça a été donné. Ça y est, bon. Bon. Maintenant, écoutez, et je vous dis, les gens qui sont les détenteurs de la force, de la mobilisation du désordre en Haïti, ils ne sont pas encore entrés en scène. Il n'y a pas aucun intérêt pour rentrer en scène. Donc, on continue à sauter les obstacles. J'attends de voir. La suite. Parce qu'à chaque fois, et la hauteur est beaucoup plus grande. Bien sûr. Donc, c'est un saut d'obstacles. Donc, on va franchir les paliers au fur et à mesure du temps. Pour voir ce que ça va être. Donc, pour moi, les élections, c'est un moment incontournable. Mais la décharge dans la situation actuelle est à la fois une règle et un abus. Sans solution? Sans solution. Puisque le Parlement, pour donner, et la décharge n'est pas là. Maintenant, oui, on dit que c'est le président qui est responsable, ou le président est responsable il a parlé de tout ce que fait ou manque de faire le pays. Comme si les parlementaires n'avaient aucune responsabilité. Parce que moi, j'ai vécu ces moments-là au niveau du Parlement ici. J'ai vécu les moments. Et j'ai compris très bien, c'était normal, la situation des 6 sénateurs. C'est une guerre politique. Et c'était une guerre à mort. Mes amis colonels, c'est mission noire. On n'a pas obligé de camper parce que on aurait des heures de discussion tellement les choses vont mal. Il aurait fallu vraiment qu'on puisse passer un nombre incalculable d'heures pour en parler. Malheureusement, nous ne les avons pas maintenant, mais n'a brûlé l'eau encore. Oui. Bon, c'est ça, au fur et à mesure, les choses avancent. J'aime dire les choses comme je les sens, comme je les vois. C'est bien de je n'ai pouvoir pas l'art de s'exprimer. tenter de dissimuler. Plaise au ciel que j'ai mal vu, que j'ai mal compris, qu'il y a des données que je n'ai pas. Bon. Et moi, ce qui m'inquiète toujours en politique en Haïti, dès que la structure des États-Unis d'Amérique commence à opiner de manière impromptue et inconsidérée sur un dossier politique en Haïti, je me mets à analyser leur texte à l'envers. C'est comme quand ils me disaient avec conviction, un peu 7 jours avant la chute du président Aristide, que le président Aristide avait un mandat de 5 ans, que les États-Unis d'Amérique tiennent à ce que ce mandat soit respecté. Et 7 jours après, les soldats américains sont venus me chercher. Donc là, je commence à avoir quelques petits soucis. Voilà ce qui a le mérite d'être dit. Eh bien, merci beaucoup. Merci, colonel Rébu, d'avoir été aussi clair, d'avoir donné votre opinion sur autant de sujets. Eh bien, nous attendons de voir la suite des événements. C'est dommage que la grenade soit dégoupillée. Et à quelques jours de la fin du programme d'identification des Haïtiens en République dominicaine, plusieurs organismes ont demandé un moratoire. La protectrice du citoyen dit souhaiter que les responsables haïtiens fassent une bonne gestion de ce dossier tout en respectant les droits des migrants. Et puis il faut dire aussi que le pape François s'est exprimé à ce sujet et en lançant une ferme admonestation ou encore des remontrances aux évêques de la République dominicaine. Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions solidaires aux problèmes des sans-papiers ou encore à tous ceux à qui l'on refuse les droits de base. Parallèlement, il est à noter que 3200 ressortissants haïtiens illégaux sont aussi menacés de déportation par le Canada. Et puis, c'est une grande première en Haïti. Un groupe de médecins haïtiens et étrangers se sont associés pour séparer des sœurs siamoises à l'hôpital universitaire de Mirbalais. Cette intervention chirurgicale, qui a duré 6 heures, a été réussie à 100% chez la Louis. Y avait assisté.
Tamar, Michel et Marianne sont des triplés mis au monde le 24 novembre 2014 à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Si la première n'a aucune malformation physique, la nature a voulu que ces deux sœurs soient siamoises, partageant le même ombilic et le même foie. C'est ce qu'on appelle en médecine l'omphalophagus. Un cas intéressant qui mérite une attention soutenue et une prise en charge régulière selon les médecins traitants. Ainsi, après plusieurs examens et un suivi médical attentif, les spécialistes ont décidé d'opérer les fillettes pour les séparer après avoir obtenu l'autorisation de leurs parents Manouchka Kétan et David Bernard. Après 6 mois de préparation, une quarantaine d'experts haïtiens et étrangers se sont réunis pour réaliser cette expérience considérée comme une grande première pour la médecine en Haïti. Nous sommes le vendredi 22 mai 2015 à l'hôpital universitaire de Mirebalais où nous assistons sur grand écran à l'intervention chirurgicale sur les jumelles siamoises. Les médecins de l'HUM, des centres Gesquio, de Bernard-Meuse et de l'hôpital des enfants de Los Angeles sont mobilisés et veillent à ce qu'il ne manque de rien et que tout soit mis en place. À 9h30 du matin, tous, main dans la main, commencent par invoquer le nom du Tout-Puissant. Et dans les 30 minutes qui suivent, le processus démarre. Il ne prendra fin qu'aux environs de 6 heures du soir. Résultat, les fillettes sont séparées et leur peau est convenablement suturée. Une opération délicate réussie à 100%, se félicite le chirurgien pédiatre, le docteur Henry Ford, responsable de l'hôpital des enfants de Los Angeles. L'haïtiano-américain qui dirigeait l'équipe nous livre ses premières impressions. L'opération était vraiment merveilleuse. Avant d'entrer dans une salle d'opération, bien comme tu es calme, en dedans moi, tu es très bouleversé parce que ou pas jamais connaître ça qui a passé. Même si nous avons fait toute préparation, ou pas jamais connaître qui sort pour arriver, leur entrer dans la salle d'opération. C'est comme si vous pas censé en contrôle de barrer ça. On toujours dit que bon, nous-mêmes c'est pas nous-mêmes qui guérissons, c'est bon Dieu qui guérit. Moi-même son vaisseau à travers lequel bon Dieu décidé c'est voir grâce etc. miséricorde pour l'autre monde. OK? C'est pas le chirurgien qui va guérir monde. Donc c'est comme ça me dit approcher car et pour garder les gens dans le passé, c'est une façon vraiment miraculeuse et spectaculaire. Son bagage qui est très satisfaisant. Victoire, miracle, succès, les mots ne manquent pas pour qualifier cet événement. Satisfaits d'avoir accompli leur mission, les différents spécialistes ont toutefois reconnu que cette opération n'a pas été facile, mais les deux sœurs ont été chanceuses puisque leur cas était récupérable. Le docteur Macli Jean-Louis, directeur du département de chirurgie à l'hôpital universitaire de Mirebalais, revient sur les temps forts de cette intervention. Nous séparer fois, nous garder pour si tout gain chaque pas à pas, partie pas à pas, et après nous fin isoler yo, prendre toutes précautions pour pas gagner hémorragie, pour nous contrôler ça n'a fait, et puis nous séparer. Nous séparer yo, pendant que là nous finir nous chercher, nous garder nous gain on qui gain on l'autre problème qui était en masse abdominale, bon que nous traiter pour ça. Et puis ensuite, pendant que a décollé là, un muscle qui aurait les diaphragmes qui sépare thorax et abdomen avec ventre là, grande cavité là, nous gagnons un petit fente qui était existé, là n'a séparé diaphragme. Qui l'était rentré là-dedans, nous mettons un tube qui aurait les thoracostomie. Nous fermons. Nous faisons une sorte d'opération plastique pour fermeture de l'abdomen. Ce n'est pas pour rien que des spécialistes de toutes disciplines ont prêté main forte à cette importante intervention chirurgicale. Durant une longue journée, les uns ont profité de l'expérience des autres. Les docteurs Bittard de l'hôpital Bernard-Meuse témoignent. Nous vivons une belle expérience. C'est une occasion pour nous voir plusieurs institutions, Los Angeles, l'hôpital Bernard-Meuse, Port-au-Prince et Mirebalais mettaient tête ensemble pour l'opération qu'on s'est faite. Et il faut ne pas oublier que Gesquio Telato, le son qui gagne dans le cas, c'est que nous avons ça en Haïti, le plus que son leçon pour l'autre bagaille c'est que plusieurs l'hôpital mettent tête ensemble, nous pas yon contre l'autre, nous yon rien l'autre, nous faisons intervention qui pas jamais faite en Haïti, faite en Haïti. Point de vue que partagent les parents des jumelles. Au lieu de partir à l'étranger et faire opérer leur fille, Manouchka et David ont fait choix de rester en Haïti, faisant ainsi confiance aux médecins et profitant des opportunités et des avantages qu'offre l'hôpital universitaire de Mirebalais. Ils n'ont pas suivi l'intervention sur grand écran, mais ils se sont contentés de recevoir quelques nouvelles données de temps à autre. Assistés de psychiatres, les jeunes parents étaient bouleversés en dépit de leur calme apparent.
Un dur moment, une angoisse insupportable et une attente interminable qui ont débouché sur un ouf de soulagement et de joie à l'annonce du succès de l'opération. Je me sens très bien Kounia. Moi, tous les deux bébés séparément, ils ont respiré bien que beaucoup en vie. Et j'ai été vivante, j'ai été gay, les naissances jusqu'à date, mais l'opération faite, toute assurance bail que sont bien vivantes, c'est extraordinaire. Le stress l'a diminué. Il y a plus de joie et n'attend notre étape. Il y a quelques déformations beaucoup yes, mais nous croyons que c'est des bagages secondaires. Ça peut résoudre avec le temps, mais l'extraordinaire est fait. Pour le moment, Marianne et Michel sont sous soins intensifs à l'hôpital. Reste maintenant à gérer d'éventuelles complications post-opératoires, ce que les médecins ne souhaitent pas. Entre-temps, si tout se passe bien dans les prochains jours, les deux petites pourront rentrer chez elles et rejoindre leur troisième sœur Tamar, demeurée jusqu'ici isolée. Et toujours dans le domaine de la santé, ajoutons que ce mercredi, une conférence internationale pour l'élaboration d'une couverture sociale des Haïtiens s'est tenue pendant 3 jours dans le pays autour du thème « La protection sociale en Haïti vers l'élaboration d'une nouvelle politique ». Le ministre Evans Paul, présent, a mentionné des chiffres alarmants. D'ailleurs, cette semaine, un rapport émanant du ministère de la Santé publique a révélé la fragilité des Haïtiens. 40% de la population haïtienne souffre d'insécurité alimentaire. 78% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté absolue. Plus de 50% de nos femmes enceintes n'ont toujours pas accès à un personnel médical qualifié au moment de leur accouchement. Il s'agit là d'un bien sombre tableau qui invite à l'action. Nous avons donc de bonnes raisons de repenser notre politique de protection sociale. Une véritable politique de protection sociale est aujourd'hui une obligation. Dany Laferrière a été intronisé sous la coupole à Paris ce jeudi. Il occupe le fauteuil où siégeait jadis Montesquieu. Dany Laferrière est le premier Haïtien et le premier Québécois à rejoindre la prestigieuse institution. Et dans son discours, il a salué Aimé Césaire, il a salué Gontran Damas et aussi Léopold Sédar Senghor qui a occupé le fauteuil numéro 16 pendant 18 ans. Son habit d'académicien a été confectionné par un couturier québécois et son épée, sa cape et sa bicorne sont l'œuvre du sculpteur haïtien Patrick Villers. Nous allons écouter un extrait de sa réaction à l'issue de la cérémonie. Oui, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Surtout dans les pays du tiers-monde, la situation politique chaoteuse, l'exil des fois, religion, famine, situation politique comme je l'ai dit, donc les familles éclatées. Et puis aussi quand même, il faut se forger une singularité au cœur de tout cela. Est-ce que je suis immortel? Ah bien sûr. Ah tout le monde le sait, je ne mourrai pas. L'actualité en bref à présent. Ce lundi, suite à une séance qui a réuni le ministère des Affaires sociales et plusieurs entités évoluant dans le domaine, le Code du travail haïtien sera bientôt révisé. Un premier document a été par exemple produit et soumis à l'appréciation des concernés. L'ONA, l'Office Assurance Vieillesse, a fêté ses 50 ans ce vendredi. Le directeur général de l'institution, Emmanuel Ménard, qui lui fête sa première année à la tête de l'ONA, a parlé de nouvelles réformes en perspective pour l'année à venir. Presque cotisation, ça lié. On cotiser son l'argent pour serrer pour le grand monde. Mais on ne peut pas attendre le grand monde pour une bonne pension et nous avons un problème et puis on ne peut pas servir. Si par exemple, vous avez 100 000 gouttes de cotisation qui cumulées en tout qui là, l'ONA a prêté jusqu'à 50% d'argent ça sous cotisation ça. On doit après mettre les cotisations toujours là pour l'inviter grand monde pour calculer les pensions et puis à intérêt qui tout petit parce que l'ONA c'est banque assurée. Côte pied à terre, c'est machin frisco, change, l'ONA recevoir et nous avons crédit. Et je dis à nous faire une confidence.
En pile l'argent nous dans la rue, c'est mon accord qui va payer. Peuple là, à 99%, les vins prêtent l'argent avant l'air des rebelles. Metro News Magazine est arrivé à son terme. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation.